J'ai pressé la détente sur le front de mon frère aîné, Étienne, dans le salon lambrissé de notre maison familiale à Saint-Germain-des-Prés, et son sang a éclaboussé le portrait de notre père accroché au mur comme une accusation muette. Ce n'était pas un meurtre impulsif, non. C'était l'aboutissement d'une vengeance ourdie pendant des années, une symphonie de silence et de trahison que j'avais dirigée note par note depuis les geôles de la Légion étrangère. Ma sœur cadette, Isabelle, a hurlé ce soir-là, ses ongles griffant mes bras tandis que les sirènes hurlaient au loin. Mais dans ses yeux, j'ai vu non pas la douleur d'une perte, mais la peur que son propre secret, celui qu'elle m'avait forcé à porter comme un boulet, refasse surface. Et moi, Louis, le fils prodigue revenu d'Afghanistan avec des médailles invisibles et un cœur calciné, j'ai ri doucement en essuyant le canon de mon revolver, parce que pour la première fois depuis 22 ans, j'étais libre. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru un mensonge éblouissant. Né dans le 6e arrondissement, au cœur de ce quartier où les intellectuels sirotent leur absinthe en disséquant l'âme humaine, j'avais grandi entouré de livres jaunis et de promesses familiales. Mon père, Henri Duval, était un notaire respecté, un pilier de la bourgeoisie parisienne qui collectionnait les secrets comme d'autres les timbres-poste. Ma mère, Claire, une pianiste ratée qui avait troqué ses rêves pour un rôle de maîtresse de maison impeccable, veillait à ce que nos dîners soient des symphonies de politesse feinte. Étienne, l'aîné, héritier naturel, gérait déjà l'étude notariale à 18 ans, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. Isabelle, la petite princesse, flottait dans des robes Dior, rêvant de mari fortuné et de voyages en Italie. Et moi, j'étais le cadet invisible, celui qui lisait Rimbaud la nuit et qui, à 17 ans, s'engagea dans l'armée pour fuir l'étouffement de cette cage dorée. 22 ans. 22 ans à crapahuter dans le désert afghan, à sentir la poussière de Kaboul coller à ma peau comme une seconde épiderme, à enterrer des camarades sous des étoiles indifférentes. J'avais vu des villages rasés par nos drones, des enfants aux yeux cremandiers de l'eau souillée, et j'avais tiré sur des ombres qui se révélaient être des civils. La Légion m'avait forgé en une arme, un homme sans passé, sans nom. Louis Duval était mort sur le papier pour renaître comme Léger, un fantôme au service de la République. J'envoyais des lettres codées à la maison, des missives laconiques qui parlaient de victoires lointaines, mais jamais de la nuit où j'avais tenu un jeune taliban entre mes bras, son sang chaud coulant sur mes mains tandis qu'il murmurait « Allahu Akbar » comme une malédiction. À chaque permission, je rentrais à Paris, et la famille m'accueillait avec des tapes dans le dos et des anecdotes sur les clients de père. « Tu es notre héros, Louis », disait Étienne, les yeux fuyants, pendant qu'Isabelle gloussait à mes histoires édulcorées. Mais la trahison couvait, comme un feu sous la cendre. Tout commença en 2018, lors d'une de ces permissions volées après une opération ratée à Hérat. J'étais rentré boitant, une balle logée dans la cuisse, et j'avais trouvé la maison en effervescence. Père agonisait d'un cancer au pancréas, son corps frêle noyé dans les morphines, et le notaire, ironie du sort, un collègue d'Étienne, lisait déjà le testament préliminaire. À Étienne, l'étude entière, avait-il annonné, à Isabelle, la villa de Nice et les bijoux de ta mère. À Louis, une somme symbolique pour ses services rendus. Symbolique. 10 000 €. Pour 20 ans de sang et de sueur. J'avais serré les dents, avalé la bile, parce que la Légion m'avait appris la discipline. Mais ce soir-là, seul dans ma chambre d'enfance, j'avais fouillé les tiroirs de père et trouvé les lettres. Celles que j'avais écrites, brûlées à moitié, avec des annotations de sa main, trop dramatiques. Ne pas en parler aux enfants. C'est Isabelle qui craqua la première. 2 ans plus tard, en 2020, au milieu de la pandémie qui étouffait Paris sous ses masques et ses peurs, elle m'appela un soir doux, sa voix chevrotante traversant les ondes comme un glas. « Louis, reviens. C'est Étienne. Il a fait quelque chose d'horrible. » Je pris le premier vol, atterrissant à Orly sous un ciel plombé, et la trouvai effondrée dans un café du Marais, ses yeux rougis par les larmes. « C'était un accident, » balbutia-t-elle. Un soir, après une dispute avec père sur l'héritage. Étienne l'a poussé dans l'escalier. Pas fort, juste. Pour le faire taire. Mais père est tombé, sa tête a heurté le marbre, et... Elle se tut, les mains tremblantes autour de sa tasse de thé froid. L'accident. Là secret chôn giấu. Père n'était pas mort du cancer seul. Étienne l'avait achevé, et pour couvrir cela, il m'avait impliqué. Moi, le soldat, le tueur d'élite. On t'enverra les détails, avait-elle murmuré. Tu signes, et on dit que c'était toi, dans un accès de rage post-traumatique. La Légion couvrira, ils adorent les héros brisés. Gánh tội thay. J'avais refusé, bien sûr, hurlant dans le téléphone que j'étais innocent, que Paris n'était pas Kaboul. Mais ils avaient des preuves fabriquées, une lettre falsifiée où je menaçais père pour l'héritage, des témoins payés parmi les domestiques. Et la Légion, elle m'avait suspendu, pour enquête interne,
me laissant moisir dans un appartement sordide de Belleville, sans solde, sans honneur. Étienne, le mumeau, avait pris le relais. Il visita, avec son sourire de serpent, promettant une part généreuse si je signais. Frère, pense à Isabelle. Elle est fragile. Fragile. Comme si elle n'avait pas ourdi le plan elle-même, sa plume tremblante apposant le sceau sur les faux. Je signais, non par peur, mais par un calcul froid. Endosser le crime me donnait du temps. Temps pour creuser, pour rassembler les fils de cette toile d'araignée familiale. Les mois suivants furent un cauchemar UAM. Paris, vidé par le confinement, devint mon terrain de chasse. Je traquais les traces. Le domestique soudoyé qui avoua pour un billet de 100 € dans un bar de Pigalle. La voisine qui avait vu Étienne traîner le corps enveloppé dans un tapis perçant jusqu'à la Seine. Chaque nuit, je revivais l'escalier fatal, imaginant le craquement du crâne sur le marbre, et je jurais sur les tombes afghanes que je ferais payer. Isabelle, l'hypocrite, se maria en secret avec un banquier de province, un certain Marc, qui ignorait toutes ses tâches. Elle m'envoya des photos de la lune de miel en Provence, avec des mots doux « Reviens pour le baptême, oncle Louis ». Oncle. Comme si je n'étais qu'un fantôme bienveillant. La première fissure apparut en 2022, quand je fus blanchi, partiellement. Un avocat pro bono, un jeune loup du palais de justice, déterra un enregistrement audio où Étienne confessait à un ami ivre « Père était un obstacle. Louis prendra le blâme. Il est fait pour ça. » L'affaire fut classée erreur judiciaire, mais pas de poursuite. Prescription, disent-ils en France, cette terre de noblesse qui protège les siens. Étienne hérita de tout, vendit l'étude pour un pactole, et s'offrit un appartement haussmannien avec vue sur la tour Eiffel. Isabelle, enceinte, s'installa dans la villa de Nice, jouant à la bourgeoise parfaite. Moi, réintégré dans la Légion avec une pension misérable, je louai un studio à Montmartre, entouré de rats et de souvenirs. Mais la vengeance, la vengeance est un vin français. Elle mûrit en cave, sombre et tannique. Je commençai par les petites piqûres. Une lettre anonyme à Marc, détaillant le rôle d'Isabelle dans la mort de père, pas tout, juste assez pour semer le doute. Il la quitta 6 mois plus tard, emportant la moitié de ses bijoux. Elle pleura au téléphone, me suppliant « Louis, c'est toi, n'est-ce pas? Pourquoi ?» Parce que, ma chère sœur, la liberté a un prix, et la tienne commence à s'effilocher. Étienne, plus rusé, contre-attaqua. Il fit circuler des rumeurs dans les cercles militaires, me dépeignant comme un déséquilibré, un PTSD ambulant qui avait vraiment tué père. Mes supérieurs me surveillèrent, mes permissions furent raccourcies. Mais j'avais appris en Afghanistan, la patience est une arme plus mortelle qu'un fusil. C'est ainsi que, en cette nuit de décembre 2025, sous un ciel parisien chargé de neige sale, je franchis le seuil de la maison familiale pour la dernière fois. Étienne était là, seul, sirotant un cognac devant la cheminée, son alliance neuve scintillant à son doigt. Il s'était remarié, avec une veuve fortunée, ignorant que j'avais saboté son alliance précédente en révélant à sa fiancée un ancien amant. « Louis, dit-il en se levant, feignant la surprise. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure ? » Je sortis le revolver, un souvenir de Kaboul, et vis son masque tomber, la peur, nue, primitive. « Pour père, murmurai-je. Et pour le testament que tu as réécrit hier, m'effaçant une fois de plus. » Il rit, nerveux. « Tu es fou. La police arrive. » Mais elle n'arriva pas. Parce que j'avais hacké son alarme, un tour a pris des geeks de la Légion. Le coup partit, net, précis. Son corps s'affaissa, et avec lui, s'effondra l'empire de mensonges. Isabelle surgit de l'étage, attirée par le bruit, son ventre arrondi sous la robe de soie. « Non !» hurla-t-elle, se jetant sur moi. Je la repoussai doucement, presque tendrement. « C'est fini, Isabelle. Ton tour viendra. Mais pas ce soir. » Ce soir, c'était pour Étienne, le traître primordial. Tandis que les sirènes approchaient enfin, j'avais composé le numéro moi-même, je gravais dans mon esprit le chaos à venir. La famille Duval, jadis intouchable, allait imploser sous le poids de ses propres ténèbres. Et moi, j'étais le détonateur. Les menottes étaient froides contre mes poignets, un rappel métallique des chaînes que ma famille avait forgées bien avant cela. La préfecture de police de Paris, avec ses couloirs labyrinthiques et son odeur de café rance mêlée à la sueur des suspects, m'avala comme un vieil amant blasé. L'inspecteur chargé de l'affaire, un certain Duval, ironie du sort, un homonyme, me toisa par-dessus ses lunettes, son cigare éteint pendant au coin de la bouche. « Votre frère, abattu comme un chien dans son propre salon. Vous avez une explication, légionnaire Duval. » Je souris, ce sourire que j'avais perfectionné dans les interrogatoires afghans, où avouer signifiait la mort. Justice poétique, inspecteur. Étienne a tué notre père il y a 5 ans.
J'ai juste équilibré les comptes. Il ricana, tapotant le dossier. Photo de la scène, expertise balistique confirmant mon arme. Preuve circonstancielle pour le père. Pour Étienne, un homicide clair. Vous irez à Fleury-Mérogis, et vite. Isabelle vint me voir le lendemain, dans la salle des visites aux murs beige tachés de désespoir. Elle avait perdu son éclat, ses cheveux en bataille, son maquillage coulant comme des larmes factices. « Louis, comment as-tu pu ? Il était ton sang. » Sang. Ce mot, si cher aux Français, avec leur révolution et leur guillotine. « Ton sang, peut-être, » répondis-je calmement, « mais pas le mien. Tu te souviens de la nuit où tu m'as fait signer ces aveux, quand tu as juré que c'était pour protéger la famille. » Étienne riait dans l'ombre, et toi, tu pleurais pour ton avenir. Elle baissa les yeux, caressant son ventre. Le bébé. Marc est parti, la villa est saisie. Tout est perdu. Perdu. Comme moi, après 22 ans à défendre une France qui m'oubliait. Je me penchai en avant, séparé par la vitre blindée. Pas tout, Isabelle. Tu as encore ta liberté. Pour l'instant. La détention provisoire dura 3 mois, un purgatoire où les jours se fondaient en nuits hantées par les fantômes. Fleury-Mérogis, cette forteresse de béton au sud de Paris, abritait des âmes brisées comme la mienne. Des anciens soldats recyclés en caïds de cellules, des intellectuels déchus qui citaient Camus pour justifier leur fraude. Je m'adaptais vite, grâce à la Légion. Corvée matinale, entraînements improvisés dans la cour, et des alliances nouées autour d'un plateau repas fade. Mon codétenu, un Algérien nommé Karim, ex-mujahidin reconverti en braqueur, m'a pris les ficelles. La vengeance, c'est comme le hashish, ça te consume si tu n'es pas maître. Il ignorait que je l'étais déjà. Dehors, le scandale enflait. Les journaux people titraient « Le fratricide de Saint-Germain, héritage maudit des Duval », avec des photos d'Étienne en jeune loup et de moi en uniforme kaki. Isabelle, propulsée au rang de veuve éplorée, donnait des interviews larmoyantes à France Inter. Mon frère était brisé par la guerre. Pardonnez-lui. Pardon. Ce mot, si chrétien, si faux dans une nation laïque. Mon avocat, un requin du barreau nommé Lefebvre, me visita avec des nouvelles mitigées. L'autopsie d'Étienne révèle des traces de drogue, cocaïne, pur chasseur. Ça pourrait plaider la légitime défense si on argue d'une menace imminente. Menace. Étienne n'était pas armé, mais ses mots l'étaient. Il m'avait avoué, dans un dernier souffle, avoir planifié ma ruine totale, falsifiant des rapports militaires pour me faire interner en hôpital psy. Il voulait tout, inspecteur, dis-je lors de la reconstitution, debout sur le tapis taché de sang. L'héritage, la réputation, même mon âme. Lefebvre hocha la tête, notant frénétiquement. Mais il y avait plus, un twist que je gardais pour moi. Pendant ma détention, j'avais contacté un hacker de la Légion, un Serbe fantôme nommé Milo, pour fouiller les comptes d'Étienne. Résultat, des transferts occultes vers des paradis fiscaux, des pots de vin à des juges pour étouffer l'affaire du père. Étienne n'était pas qu'un parricide. C'était un financier véreux, ruinant des familles modestes pour engraisser la sienne. Libéré sous contrôle judiciaire en mars 2026, je sortis de Fleury sous un printemps timide, les cerisiers du boulevard Saint-Michel en fleurs comme une moquerie. Isabelle m'attendait dehors, dans une voiture de location anonyme, son ventre désormais proéminent. « Monte », dit-elle d'une voix brisée. « On doit parler. » Nous roulâmes vers la banlieue, vers les ruines de notre enfance à Versailles, où mère avait été enterrée dans un caveau familial que j'avais vandalisé en secret. Une gerbe de roses fanée sur sa pierre, avec un mot « Tu savais, et tu as tu ». Mère. Le secret le plus profond. Elle avait vu la chute de père, entendu les os craquer, et choisi le silence pour protéger Étienne, son préféré. C'était un accident, avait-elle murmuré dans son lit de mort, à moi seul. Ne dis rien, Louis. Pour la famille. Famille. Ce mot me rongeait comme un acide. Isabelle gara la voiture près du château, sous les ombres allongées des bosquets. Le bébé arrive en mai, dit-elle, les mains sur le volant. J'ai besoin d'argent. Étienne a tout laissé en désordre, dette, procès. Si tu témoignes contre moi. Elle se tut, les yeux suppliants. Contre elle, pour le meurtre. Non, elle n'avait pas tiré, mais elle avait couvert, falsifié, menti. Et le bébé, innocent ou pion? Pourquoi devrais-je t'aider? Demandai-je, la voix basse. Tu m'as effacé, Isabelle. Du testament, de la mémoire. J'étais le bouc émissaire parfait. Elle pleura alors, vraiment, des sanglots qui secouaient son corps. J'avais peur. Étienne me manipulait, me battait même. Le bébé. C'est de lui, mais je veux recommencer.
Battu. Un nouveau mensonge? Ou vérité? La tension monta, l'air chargé d'orage. Je sortis un dossier de ma veste. Les preuves de Milo, virement d'Isabelle vers des cliniques suisses, avortement passé, secret qu'Étienne utilisait pour la tenir. Tu étais complice, pas victime. Nous nous disputâmes là, sous les yeux indifférents des statues de Louis XIV, et pour la première fois, je vis la fêlure en elle, la peur de perdre tout, y compris cette vie qu'elle portait. Aide-moi, Louis. Pour le sang. Sang encore. Je promis rien, mais en rentrant à Paris, je sentis le nœud se resserrer. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait, devenant une toile où les rôles s'inversaient. Étienne mort, Isabelle vulnérable, mais le vrai twist? Père n'était pas la première victime. Dans les archives de l'étude, Milo avait déterré un dossier. En 1995, un « accident similaire avec grand-père » poussé par Henri lui-même lors d'une querelle d'héritage. La Duval était une lignée de serpents, se dévorant de génération en génération. Et moi? Le dernier anneau, décidé à briser le cycle ou à l'achever. Les semaines suivantes furent un balai de tension. Je repris du service à la Légion, des missions de routine à Djibouti, mais mon esprit vagabondait vers Paris, vers Isabelle qui accouchait en mai d'un garçon, prénommé Henri en l'honneur du grand-père assassiné. Elle m'envoya une photo, un nourrisson rose, innocent, avec mes yeux, non, ceux de père. « Viens le voir », supplia-t-elle. Je vins, dans l'hôpital chic de Neuilly, et tint l'enfant, son poids minuscule comme un reproche. « Il s'appelle Louis-Henri », murmura-t-elle. Un geste de paix? Ou piège? Pendant ce temps, les créanciers d'Étienne assiégeaient la villa de Nice. Elle dut la vendre, s'installant dans un 2 pièces du 15e. Sa liberté s'effritait, comme prévu, mais la mienne? Emprisonnée par le doute. Était-ce justice ou folie? L'été 2026 abattit sur Paris comme une fièvre, lourde et moite, transformant la Seine en un ruban d'huile chaude. J'étais revenu de Djibouti, la peau brûlée par le soleil équatorial, l'âme noircie par des souvenirs de villages incendiés qui faisaient écho à ceux de mon enfance. Isabelle m'avait invité à dîner dans son appartement exigu, un geste qu'elle qualifiait de réconciliation familiale. J'arrivais avec une bouteille de Bordeaux ordinaire, pas le Château Margaux que père réservait aux clients, mais un vin de table qui goûtait la terre ingrate. L'enfant, Louis-Henri, gazouillait dans son berceau, ses petits poings brandis comme des drapeaux de reddition. « Il te ressemble », dit-elle en servant des pâtes au pesto, ses mains tremblant légèrement. « Ressemble ». Dans ses yeux, peut-être, cette lueur de défi que j'avais héritée de notre lignée maudite. Le dîner fut un chant de mine verbale. Elle parla de l'enterrement d'Étienne, une cérémonie discrète au Père-Lachaise sous une pluie battante, où seuls les vautours de la famille, cousins éloignés, oncles avides s'étaient pressés pour glaner des miettes d'héritage. « Personne n'a pleuré pour toi, Louis », avoua-t-elle, les yeux baissés. « Ils te haïssent encore pour le meurtre, point. » Haïr. Ce verbe, si français, avec ses racines dans les lumières et les passions romantiques. Je ris doucement, versant le vin. « Et toi, Isabelle, haïs-tu le frère qui a porté ton fardeau ?» Elle se raidit, posant sa fourchette. C'était Étienne l'idée. Il voulait tout contrôler, comme père avant lui. J'ai suivi. Suivi. Comme un mouton, ou une louve protégeant sa portée. Le bébé pleura alors, brisant le silence, et elle le prit dans ses bras, le berçant avec une tendresse qui me désarma un instant. Mais la nuit révéla les crocs. Après avoir couché l'enfant, elle sortit une enveloppe jaunie de son tiroir. Le testament original de père, celui qu'il avait rédigé avant la chute. « Lis », murmura-t-elle. J'obéis, et les mots dansèrent sous mes yeux. À Louis, ma moitié d'héritage, pour ses sacrifices silencieux. Il est le cœur de cette famille, pas le bras armé. Moitié. Pas symbolique, mais réel. L'étude partagée, la villa en copropriété, des millions en assurance vie. Étienne l'avait falsifié après la mort, avec la complicité de mère qui, agonisante, avait paraphé pour stabilité. Un secret chonju plus profond que je ne l'imaginais. Pourquoi me le dire maintenant? Demandai-je, la voix rauque. Elle s'assit près de moi, trop près, son parfum de jasmin envahissant l'air. Parce que je veux arrêter le cycle. Prends ta part, Louis. Vent, part, vice. Pour le petit. Tentant. Si tentant. La Légion m'offrait une retraite honorable bientôt, et ces millions pourraient racheter une vie. Une maison en Normandie, des voyages sans balles sifflantes. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, me retenait. Trop tard, répondis-je. Tu as choisi Étienne, le mumeau. Il t'a promis la lune, et tu as vendu ton âme pour des étoiles factices. Elle se leva, furieuse, les joues en feu. Et toi? Tu l'as tué de sang-froid.
La police rouvre l'enquête sur père, grâce à tes preuves. On va tous couler. Kohler. Comme le corps de père dans la Seine, lesté de pierre par les soins d'Étienne. Je sortis sans un mot, laissant l'enveloppe sur la table, mais emportant dans ma poche un duplicata que j'avais glissé discrètement, Milo et sa magie numérique. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions Guy-Tranquet. Je contactai Lefebvre, qui jubila. Ça renverse tout. Falsification de testament, entrave à la justice. Isabelle et votre mère, paix à son âme, sont complices. Mais poursuite posthume, en France, la loi protège les morts, pas les vivants. Isabelle, elle, contre-attaqua avec une férocité inattendue. Elle engagea un avocat rival, un pitbull du Fouquet-S, et fit circuler une pétition en ligne, Justice pour Étienne Duval, victime d'un frère PTSD. Les médias s'emparèrent, divisant l'opinion. D'un côté, les vétérans qui me voyaient comme un héros trahi. De l'autre, les bourgeois qui hurlaient au scandale familial. Un débat sur CNews opposa un général retraité à une sociologue. La Légion forge des monstres, lança-t-elle. Non, la famille les crée, rétorqua-t-il. Je regardais depuis mon studio, un verre de Calva à la main, riant de l'ironie. Le chaos Trao frappa en septembre, lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance de Paris. Isabelle y témoigna, vêtue de noir comme une veuve de film noir, jurant que j'avais toujours été violent, hanté par la guerre. Le juge, un homme sec au regard perçant, me toisa. « Monsieur Duval, votre service est honorable, mais le fratricide n'excuse rien. » Je me levai, ignorant Lefebvre, et parlais sans note. Honorable ? 22 ans à tuer pour une France qui m'efface d'un testament. Mon frère a assassiné mon père, ma sœur a couvert, et ma mère a scellé le silence. Ce n'est pas violence, c'est équilibre. La salle bruissa, des flashs crépitèrent. Dehors, des manifestants aux pros et anti-vétérans s'affrontèrent, la police chargeant sous les cris de « justice ou vengeance ». Libéré à nouveau, en sursis, je rentrai pour trouver Isabelle à ma porte, les valises à ses pieds, le bébé en écharpe. « Je pars à Nice, dit-elle. Vends ta part, ou garde-la. Mais laisse-nous vivre. » Vivre. Le mot claqua comme un défi. Je la laissai entrer, par pitié au calcul, et cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube de père, de mère, des nuits où Étienne nous terrorisait avec ses colères. Pour la première fois, elle avoua tout, comment il l'avait forcée à falsifier, la menaçant de révéler ses avortements, ses liaisons. J'étais prisonnière, Louis. Comme toi en Légion. Prisonnière. Un miroir tendu. Et le bébé gazouilla, innocent, brisant la glace. Mais le twist couvait. Le lendemain, Milo m'envoya un fichier, des enregistrements d'Isabelle, post-mortem d'Étienne, où elle riait avec un amant, Louis prendra le blâme éternel. L'héritage est à nous. Lâche encore, ou manipulation d'Étienne. La tension grimpa, UAM comme un ciel d'orage sur la Loire. Je la confrontai, le revolver à portée de main, non pour tuer, mais pour menacer. Choisis, dis-je, la vérité ou la chute. Elle pleura, jura fidélité, mais ses yeux fuyaient. La famille Duval, éternelle traîtresse. Automne 2026 enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes, rouille et or, comme un tapis funèbre pour nos illusions. Isabelle et le bébé s'étaient installés temporairement chez moi, dans le studio de Montmartre qui puait le tabac froid et les regrets. Juste le temps de régler les dettes, plaidait-elle, changeant des couches sur mon unique table tandis que Louis-Henri rampait sur le plancher usé. Moi, je hochais la tête, mais mon esprit cartographiait la fin. Une vengeance qui ne se contenterait plus de sang, mais d'anéantissement total. La Légion m'avait accordé un congé longue durée, pour raison familiale, et j'utilisais ces jours pour tisser le filet. Milo, depuis son bunker virtuel en Serbie, infiltra les comptes gelés d'Étienne, des millions détournés, destinés à un réseau de corruption impliquant des élus parisiens. C'est gros, envoya-t-il. Tu balances, et la moitié de la mairie saute. Balancer. Ce verbe, si lâche en français, évoquait les résistants de 44 jetant des grenades dans les cafés nazis. Je choisis la demi-mesure, une fuite anonyme à Mediapart, avec juste assez pour faire trembler Isabelle sans la noyer. Les articles tombèrent comme des coups de marteau. Héritage Duval, trafic et meurtre au cœur de Saint-Germain. Isabelle lut à voix haute, sa voix chevrotante. Ton frère impliqué dans un blanchiment ? Mon Dieu, Louis. Impliqué ? Étienne était le centre, et elle, la sentinelle. Cette nuit-là, elle tenta de fuir avec l'enfant, valise à la main, mais je bloquai la porte, le cœur battant d'une rage contenue. Où vas-tu ? Chez un amant ? Ou pour vendre les secrets restants ? Elle nia, pleura, mais je vis le mensonge dans ses pupilles dilatées. Peur,
ou culpabilité. Le procès pour la mort d'Étienne s'ouvrit en novembre, un cirque médiatique au palais de justice, où les avocats dansaient la valse des plaidoiries. Lefebvre plaida la provocation, brandissant le testament falsifié comme une épée de Damoclès. Monsieur Duval a été spolié, trahi par son propre sang. Tonnaté-il. L'accusation riposta, un soldat ne juge pas, il obéit. Isabelle témoigna de nouveau, cette fois en mère éplorée, jurant que j'avais confessé le meurtre avant l'acte, un délire de PTSD. Le jury, 12 citoyens ordinaires, des profs, des employés de banque, hésita, divisé comme la France elle-même sur ses héros de guerre. Moi, dans le box des accusés, je fixais le plafond Renaissance, revoyant les plafonds effondrés de Kaboul, et je sus, la victoire n'était pas l'acquittement, mais le chaos semé. Acquitté pour doute raisonnable. Merci, preuve de Milo, je sortis sous les huées d'un côté, les applaudissements de l'autre. Les vétérans levaient le poing, les féministes hurlaient « misogynie militariste ». Pour Isabelle, vue comme victime. Elle m'attendait dehors, pâle comme un spectre, Louis-Henri dans les bras. « C'est fini » demanda-t-elle, montant dans un taxi. « Non » répondis-je. « Ça commence. » De retour à Montmartre, je trouvai l'appartement fouillé, tiroir vidé, ordinateur emporté. Karim, mon ex-codétenu, m'appela. « Ta sœur a parlé à des flics. Elle te vend pour un deal d'immunité sur le père. » Vendu. Par la chair de ma chair. La trahison, cette vieille amie, me frappa en pleine poitrine. Je la traquai jusqu'à Nice, louant une voiture anonyme pour descendre la Côte d'Azur sous un soleil impitoyable. La villa, autrefois nôtre, était aux enchères, mais Isabelle squattait un hôtel miteux près de la promenade des Anglais, vendant des bijoux au noir pour survivre. Je la trouvai sur la plage au crépuscule, Louis-Henri endormi dans sa poussette, elle fumant une cigarette en fixant la mer Méditerranée, cette mer qui avait englouti tant de secrets familiaux. « Louis » murmura-t-elle en me voyant approcher, sans surprise. « Tu viens finir le travail. » Je m'assis à côté, sable froid sous nous. « Pourquoi, Isabelle ? L'immunité ? Après tout. » Elle tira une bouffée, exhalant la fumée comme un aveu. « Pour le petit. Les flics promettent protection, une nouvelle vie. Étienne est mort. Père aussi. Laisse-moi partir. » Partir. Comme si la liberté était un cadeau, pas une conquête. Nous parlâmes des heures, la nuit tombant comme un linceul, et elle lâcha des bribes. Comment Étienne l'avait violée enfant, un secret chonju sous des couches de déni. Comment mère avait su, et choisi l'oubli. J'ai haï père pour son aveuglement, avoua-t-elle. Le testament falsifié, ma revanche. Révanche. Miroir de la mienne. Le bébé remua, et je le pris, son souffle chaud contre ma peau me rappelant les nouveau-nés afghans que j'avais sauvés ou condamnés. Reviens à Paris, dis-je enfin. Témoigne vrai, et on partage. Elle accepta, ou feignit, et nous remontâmes ensemble, la route un ruban de tension où chaque kilomètre était une décision. Pardon ou chute. À Paris, le piège se referma. Isabelle alla voir les flics, mais pas pour me vendre, pour tout balancer. Étienne, les faux, les corruptions. L'onde de choc fut titanesque. Arrestation en cascade, le maire adjoint en tôle, l'étude du Val dissoute. Mais le twist, dans ses aveux, elle m'impliqua comme complice, arguant que j'avais encouragé le meurtre d'Étienne pour l'héritage. Il m'a forcé, pleura-t-elle au micro. Forcé. Le public se scinda. Pour certains, j'étais le vengeur justicier. Pour d'autres, le manipulateur froid. Lefebvre hurla au chantage, mais le doute s'insinua. Et moi, retenu en garde à vue, je ris dans ma cellule. Elle avait lutté, finalement, mais à sa manière lâche. Libérée une fois de plus, je la trouvai changée. Cheveux courts, regard dur, Louis-Henri confia une tante. « C'était pour nous sauver, dit-elle. La famille est morte, Louis. Vie. Vivre. » Mais la vengeance finale pointait. Un dossier sur elle, ses propres sales affaires, vol mineur pour Étienne, un avortement caché qui pourrait la priver de garde. La tension culmina une nuit de décembre, dans un bistrot du quartier latin, où nous nous affrontâmes mot par mot. « Tu es comme eux, crachai-je. Mumeau jusqu'au bout. » Elle riposta. « Et toi, un bourreau en uniforme. » Le serveur appela les flics, mais avant, je glissai. « Choisis, ta liberté ou la mienne. » Hiver 2026 mordit Paris de ses crocs glacés, transformant les boulevards haussmanniens en artères figées où le vent charriait des flocons sales comme des mensonges accumulés. Isabelle et moi avions conclu une trêve fragile. Elle en probation, moi réintégré à la Légion avec une promotion symbolique, capitaine honoraire, pour service rendu à la justice. L'héritage, partagé à contre-cœur, moitié pour elle et l'enfant,
moitié pour une fondation que je créais, Mémoire des oubliés, aidant les vétérans effacés par la République. Mais la paix était illusoire, un voile fin sur l'abîme. Chaque regard échangé était une lame, chaque appel une mine. Louis-Henri grandissait, un taudelé aux boucles brunes qui appelait Tonton Louze en babillant, et ces moments au rare, volés, me hantaient. Étais-je oncle ou monstre? Le chaos trao de la vengeance éclata au printemps 2027, lors d'une réception au ministère des Armées, un gala guindé aux médailles teinté comme des excuses. Isabelle y vint, invitée comme témoin clé de l'affaire Duval, vêtue d'une robe Chanel prêtée, son sourire plaqué comme un masque vénitien. Moi, en uniforme, je la vis traverser la salle, saluant des généraux avec une grâce retrouvée. « Félicitations pour la fondation », murmura-t-elle en m'approchant, un verre de champagne à la main. « Félicitations ». Derrière, le ministre des anciens combattants vantait l'unité familiale face à l'adversité. Unité. Le mot me fit grincer des dents. Nous dansâmes, un slow forcé, sous les lustres de cristal, et elle chuchota. J'ai un nouveau départ. Un job à Lyon, avec le petit. Laisse aller, Louis. Laissez aller. Comme si 22 ans de sang pouvaient s'évaporer en un pardon républicain. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôtel près des Invalides, je déballai le dernier atout, un enregistrement de Milo, capturé des serveurs de l'étude. La voix d'Isabelle, jeune et froide, « Père doit signer le Nouveau Testament ou on le pousse. Louis portera le chapeau, il est parfait pour ça. Pas forcé, pas manipulé, auteur. » Le twist final, celui qui causa les débats enflammés sur les plateaux télé. Isabelle n'était pas victime. Elle était le serpent originel, ourdissant avec Étienne depuis l'adolescence, jalouse de mon départ à la Légion qu'il avait laissé dans l'ombre. Mère avait su, couvert. Père, soupçonné, payé. Je l'envoyais anonymement à son avocat. Pas aux flics, pas encore. Le lendemain, elle débarqua chez moi, hystérique, l'enregistrement sur son téléphone. C'est faux. Montage. Hurla-t-elle, Louis-Henri pleurant dans la pièce voisine. Faux. La voix était la sienne, claire comme le cristal de Baccarat. Pourquoi, Isabelle? Pour l'héritage? Pour l'ombre que j'étais? Elle s'effondra à genoux, larmes vraies cette fois. Parce que tu partais, Louis. Tu étais le préféré, le héros. Nous, les restés, on pourrissait dans le salon, à écouter père nous mépriser. Étienne et moi. On s'est alliés contre toi. Alliés. Frères et sœurs, amants peut-être, dans les ténèbres de la maison. Le secret chonju, une inceste tabou, couvert par le meurtre. La révélation fractura tout. Elle tenta le suicide cette nuit-là. Pilules avalées dans la salle de bain, trouvées par le bébé qui hurlait. Hôpital, pompe et une cellule capitonnée l'attendaient. Internement pour instabilité, garde perdue. Le public explosa. Forum en feu, pétition pour sauver la mère, édito dans Le Monde sur la malédiction des Duval, miroir de la France patriarcale. Moi, interrogé comme suspect de chantage, mais blanchi encore. La Légion me décora, officieusement, homme d'honneur, dit le colonel. Honneur. Un mot vide. Le dénouement vint en été, sur la plage de Nice où tout avait commencé. Isabelle, sortie sous condition, y vivait en ermite, Louis-Henri chez la tante. Je la trouvais maigre, brisée, marchant pieds nus dans le sable chaud. « Finis-moi » murmura-t-elle en me voyant. « Ou pardonne. » Pardon. Je sortis le revolver, pas chargé, symbole seulement. Pas de balle, Isabelle. Mais la vérité, tu es libre si tu choisis l'exil. Prends l'enfant, pars en Amérique du Sud. Oublie les Duval. Elle pleura, hocha la tête, et partit le lendemain, un billet pour Buenos Aires en poche, financé par ma moitié d'héritage. Était-ce happy end? Les débarrageaient. J'avais sauvé ou condamné. Sauvé la lignée en la dispersant, ou condamné une femme à l'errance. Moi, rentrant à Paris, je gravis le Sacré-Cœur au crépuscule, regardant la ville s'allumer comme un mensonge éternel. 22 ans servis, effacé, puis vengeur. Libre, enfin. Mais le sang appelle le sang, et dans le silence, j'entends encore le craquement de l'escalier. La vengeance, cette drogue française, n'en finit jamais.